Emmanuel Macron est en Algérie, France 24 aussi, pour vous faire vivre la visite du chef de l'État français, ici même à Alger. Une visite placée sous le signe de l'amitié et du travail. Il a rencontré pour l'occasion les dirigeants algériens. Il est aussi allé au contact de la population. Et on en débat avec à mes côtés Louisa Driss Haït Hamadouche. Vous êtes politologue, vous enseignez les sciences politiques à l'Université d'Alger. Merci à nouveau d'avoir accepté de débattre. Abdelhamid Siafi, vous présidez la Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'étranger de l'Assemblée populaire nationale. Sofiane Djilali, vous présidez le parti Djil Jadid, vous, autrement dit, c'est nouvelle génération, si on veut le traduire en français, vous vous situez, vous, dans l'opposition. Et enfin, Akram Kariev, vous êtes journaliste, spécialiste des questions de défense et de sécurité et fondateur du site MENA Défense. Akram Kariev, la France, aujourd'hui, est engagée, pas très loin d'ici, au Sahel, au Mali. Il y a eu l'opération Serval, il y a aujourd'hui l'opération Barkhane, 4000 hommes engagés sur le terrain. D'après vous, est-ce une bonne chose pour la stabilité dans la région? Est-ce que la présence française a vocation à durer et doit durer sur le terrain? C'est une question qui pourrait m'engager personnellement. Effectivement, la France est présente avec 4000 hommes, mais pas que la France. De nombreux autres pays font partie des différents dispositifs dans la région du Sahel. Aujourd'hui, c'est un état de fait. L'Algérie a choisi de ne pas intervenir militairement dans cette partie-là du continent africain. On voit qu'il y a des résultats quand même dans la lutte contre le terrorisme dans la région. Je vais me contredire, mais l'inaction algérienne apparente dans les territoires maliens et du Sahel ne veut pas dire un engagement fort de l'Algérie. L'Algérie s'est engagée de manière très forte et décisive même, déjà et d'abord en contrôlant ses frontières, en empêchant, étant au centre, au milieu de la géographie de la région, en empêchant les transferts d'armes, de terroristes, d'hommes, et en freinant les différents flux néfastes pour la région. Donc l'Algérie a quand même eu un effet très positif sur la lutte contre le terrorisme. Effectivement, la France est là. Les résultats sont là aussi. Je ne pense pas qu'il soit dans l'intérêt de tout le monde que la France s'installe dans cette région. Je pense que le discours d'Emmanuel Macron concernant la fin de la France-Afrique concerne aussi l'arrêt de l'implication militaire de la France en Afrique. Donc, oui, Barkhane a donné de bons résultats, mais la France n'a pas vocation à rester dans la région. Louisa Driss Haït Hamadouche, c'est un problème, la présence de la France militairement dans la région, d'après vous, pour l'Algérie? J'aborderai la question de façon différente. Je crois que, dans l'absolu, c'est toujours ou très très souvent un souci lorsque une puissance extra-régionale s'implique dans des questions qui concernent une région en particulier. Et pour être beaucoup plus explicite, je vous citerai l'exemple de l'intervention américaine dans les Balkans, en 1995, puis en 1999. Et je me souviens très bien des débats qu'il y avait eu, notamment en France, sur l'incapacité des Européens à gérer un conflit européen et cette attitude répétitive des États-Unis, bien qu'ils soient l'allié des Européens, d'intervenir dans des questions qui étaient exclusivement européennes. Ça avait donné, pardonnez-moi, les accords de Dayton et donc finalement la paix d'une certaine manière sur le terrain. Tout à fait, sauf que je me souviens parfaitement bien de la controverse et de la polémique qu'il y avait eu en France, notamment parce que les accords de Dayton ont été inspirés par un plan français et que c'était les États-Unis qui en avaient récolté tous les lauriers. Donc, en extrapolant cette question, et je pourrais en citer d'autres, il est toujours beaucoup plus intéressant que les pays directement impliqués par un conflit soient les premiers acteurs dans sa résolution. C'est mon premier point. Mon second point, lorsqu'on parle de terrorisme, lorsqu'on parle de sécessionnisme, lorsqu'on parle de conflits à dimension transnationale, comme c'est le cas dans la région du Sahel, lorsqu'on parle de conflits qui ne sont pas exclusivement des conflits militaires, mais qui ont des prolongements économiques, sociaux, ethniques, c'est toujours très compliqué d'aborder la question d'un point de vue exclusivement militaire. En d'autres termes, la présence militaire française a, comme son nom l'indique, une fonction militaire. Je ne suis pas sûre que abattre, ou bon, le mot est un peu fort, ou éliminer quelques terroristes
ou les déplacés, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été déplacés, résolvent le problème de façon définitive. Je crois que malheureusement, rajouter de la violence à la violence risque plutôt de retarder une résolution profonde du conflit. La solution politique, Abdelhamid Siafif, elle viendra de l'Algérie, d'après vous, comme on l'a vu avec les accords d'Alger 2015. Problème, ça n'a pas empêché les violences de se poursuivre sur le terrain. Vous savez, nous avons tellement d'exemples qui prouvent qu'une intervention étrangère militaire ne règle pas les problèmes. Nous avons des exemples, plusieurs exemples. Et celui qui est le plus proche, et nous le savons très bien, dont les conséquences, nous les vivons actuellement au niveau du Sahel, c'est l'invasion de la Libye. N'est-ce pas? On sait très bien qui était derrière cette intervention au niveau de la Libye. Emmanuel Macron a dit la semaine dernière regretter cette intervention. Oui. Vous êtes d'accord avec ses propos? Tout à fait d'accord. Lui, il dit regretter, mais simplement, il y a eu des responsables qui étaient derrière cette intervention. Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne pense pas c'est dans l'intérêt des peuples libyens ou dans l'intérêt de la démocratie en Libye. Pas du tout. Il y avait l'ultimatum de Benghazi à l'époque. Il y a eu à peu près 30 000 armes qui ont été balancées et qui ont circulé tout au long du Sahel et qui ont armé les groupes terroristes qui étaient liés, bien sûr, au banditisme, etc., au trafic de drogue, etc. Maintenant, nous gérons les conséquences, n'est-ce pas? La position de l'Algérie est très claire. Dans n'importe quelle région du pays, elle a refusé d'intervenir. D'une manière discrète ou pas. Donc je ne suis pas d'accord avec mon ami quand il pense peut-être que nous avons des soldats à l'extérieur. Nous n'avons pas de soldats à l'extérieur. Il ne voulait pas dire ça, hein, c'est ce qu'il a... Oui. Nous refusons d'avoir des soldats à l'extérieur. Nous refusons qu'il y ait intervention étrangère en Algérie, ni nous intervenons à l'étranger. Pas d'ingérence à l'étranger, pas d'ingérence des autres chez vous. Pas du tout. C'est un des principes sur lesquels repose notre diplomatie. Notre diplomatie. Et puis, nous avons toujours œuvré pour un dialogue inclusif. Cela veut dire ce que nous faisons en Libye. Les Nations Unies reconnaissent l'approche de l'Algérie. Ce que nous avons fait au Mali, ce que nous continuons à faire ailleurs. Parce que nous connaissons bien les conséquences d'un affrontement militaire. Les conséquences sont difficilement gérables. C'est ce que nous sommes en train de faire au niveau du Sahel. Nous souhaitons que la même approche, cette approche de réconciliation, cette approche de dialogue inclusif, soit celle qui doit primer sur le reste, qui est intervention étrangère. Vous faites confiance au général Haftar ou à Fayez al-Sayed aujourd'hui pour rétablir la paix et la sécurité? Vous savez, nous faisons confiance aux partis qui préfèrent le dialogue. OK? Et un dialogue franc, transparent. C'est Sarraj reconnu par la communauté internationale ou le général Haftar? Comment ça? Aujourd'hui en Libye? Non, premièrement, par les Libyens eux-mêmes. Oui. Par les Libyens eux-mêmes. On va écouter peut-être ce que dit le Premier ministre Ahmed Ouyaya à propos de cette force du G5 Sahel. Vous le savez, hein, c'est cette force voulue notamment par la France, en tout cas la montée en puissance du Tchad, du Mali, du Niger, de la Mauritanie et du Burkina Faso dans leur capacité à assumer eux-mêmes la sécurité dans la région. Voyez ce qu'en dit justement le Premier ministre algérien. C'était la semaine dernière au sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan. Sur 7 à 8 ans, nous avons dépensé plus de 100 millions de dollars d'aide à ces 5 pays que je viens de citer pour former presque une dizaine de compagnies de forces spéciales, leur donner d'énormes équipements et même leur construire des bases dans leur pays. Je signalerai à titre comparatif, sans polémique aucune, que l'Union européenne, par exemple, a annoncé 50 millions de dollars pour la force G5 Afrique. 28 pays, 50 millions de dollars, et est-ce qu'ils sont débloqués ou non? Sofiane Djilali, l'Arabie Saoudite vient de promettre 100 millions de dollars au G5 Sahel. C'est une aide bienvenue d'après vous? C'est mieux, comme d'ailleurs l'a fait l'Algérie et comme semble le dire le Premier ministre algérien, c'est mieux que ce que font l'Europe et les puissances occidentales finalement? C'est important que plusieurs pays s'attellent à coopérer pour lutter contre le terrorisme. On peut rappeler ici que malgré tout ce qui s'est passé dans les années 90, où l'Algérie s'est retrouvée pendant de longues années pratiquement seule à lutter contre ce terrorisme, de façon incomprise, puisque très souvent elle a été accusée de beaucoup de choses et qui semblent avoir évolué avec le temps.
Je pense qu'actuellement, le monde entier, en tout cas dans cette zone de la planète, c'est-à-dire à partir de l'Afrique du Nord, le Sahel et le Moyen-Orient jusqu'aux pays du Golfe, il y a une ébullition générale. Autant des conflits qui sont exacerbés, mais aussi des troubles très profonds dans les populations, puisqu'il y a des évolutions en rupture avec le passé, beaucoup de contradictions. Et ça devient de plus en plus compliqué et, j'allais dire, dangereux de mettre le pied là où il ne faut pas. On voit l'ingérence de plusieurs pays, à la fois en Syrie, par exemple, et les dégâts collatéraux immenses avec des déplacements de population massifs. Cette peur peut se déplacer d'abord sur la Libye, qui est un pays moins peuplé, avec peut-être une masse moins importante, mais tout de même avec des déplacements très importants vers le Sahel. Et ensuite, le Mali, entre le nord et le sud du Mali. Tout cela fait que l'Algérie est restée, je pense, prudemment en dehors de ces conflits directs. Le fait de tenir ses frontières, c'était déjà assez remarquable. Et aller au-delà de ces frontières à l'aventure, ce serait assez aventureux en tout cas. L'Algérie, Akram Kariaf, elle n'a pas vocation à, peut-être pas intégrer, mais en tout cas joindre ses forces avec le G5 Sahel? De fait, aujourd'hui, l'Algérie coopère avec les nations qui lui sont limitrophes. Elle coopère aussi avec la force Barkhane. Elle apporte un appui logistique aux forces françaises au Mali. C'est connu, ça a été avoué. L'Algérie a par le passé ouvert son espace aérien pour le passage d'avions français pour effectuer des missions au Mali. Donc l'Algérie n'a peut-être pas vocation à intégrer militairement le G5 parce que le G5 est une recréation, est une création d'armée en elle-même. L'armée algérienne existe déjà, elle fait déjà son boulot. C'était le cas de l'armée tchadienne aussi, qui pourtant a intégré le G5 Sahel. Tout à fait, tout à fait. Mais l'armée algérienne aujourd'hui souhaite se concentrer sur ce qui se passe à ses frontières et ne souhaite pas s'engager au-delà. Le quotidien saoudien basé à Londres, alors pardonnez, hein, voilà, je ne suis pas forcé, je ne le prononce sans doute pas correctement, Asharq al-Awsat a révélé récemment, en citant les lettres échangées entre Abou Bakr al-Baghdadi, le responsable de son organisation en Libye, planifié depuis la fin de l'année 2016 de transférer la guerre d'Irak et de Syrie vers les pays d'Afrique du Nord, en particulier l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte. Ça vous inspire? Quelle réaction, Louise Adriss Saïd Hamadouche? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce qu'on constate déjà, d'après vous, des signes avant-coureurs de la volonté de Daesh de s'implanter sur le territoire algérien? Si vous me permettez, je voudrais dire juste un petit mot par rapport à l'Algérie et le G5. Oui. Vous disiez que l'Algérie ne manifestait pas de volonté d'intégrer le G5. À ma connaissance, l'Algérie n'a pas été invitée à intégrer le G5. D'une part, et d'autre part, l'Algérie a déjà mis en place un mécanisme de coopération militaire avec 3 de ses voisins dans le cadre du CEMOC. Donc en fait, nous assistons à 2 initiatives concurrentes, certainement concurrentes, et même antagonistes. Pas antagonistes, mais certains membres du G5 sont aussi membres du CEMOC. Ce qui montre bien que dans la région, les positions des uns et des autres n'est pas toujours très claires. Et c'est peut-être la raison pour laquelle cette région ne parvient pas à sortir d'un cercle vicieux, sous-développement, conflit, sous-développement. Parce qu'il ne s'agit pas, si c'était aussi facile que cela, ce serait simple d'injecter de l'argent pour résoudre les problèmes. Aujourd'hui, quand les institutions d'un État n'existent pas, rien ne sert de donner 100 millions, 500 millions, 1 milliard. C'est comme mettre de l'eau dans un tonneau percé. Par rapport aux menaces, je crois qu'il faut essayer quand même de relativiser les choses. On a beaucoup parlé d'Al-Qaïda pendant des années. Aujourd'hui, c'est Daesh. Je crois que nous sommes dans une conjoncture internationale dans laquelle on tombe assez facilement dans les idées qui nous font peur. On joue un peu à se faire peur en disant Daesh, Irak, Syrie va se déplacer pour aller envahir ou pour aller déstabiliser les États. Je crois que les États qui seront déstabilisés par une organisation terroriste ne sont que ceux qui ont des vulnérabilités internes.
Donc, au lieu de se faire peur en disant que le Baghdadi ou que Daesh va arriver en Tunisie et en Algérie, il faut plutôt construire dans une plus forte immunité de ces États. Et cette immunité, elle vient comment? Elle vient par des systèmes politiques démocratiques, par une gouvernance transparente, par un développement économique qui soit périn. C'est comme cela, je crois, qu'on peut se prémunir contre des menaces terroristes. Abdelhamid Siafif, cette présence du groupe État islamique, il y a eu notamment la mort, c'était le 31 août dernier, de 2 policiers à 270 km d'Alger. Un kamikaze avait déclenché sa voiture, sa ceinture d'explosifs en tentant d'entrer dans le bâtiment. C'est le 2e attentat contre la police commis cette année, revendiqué par le groupe État islamique. Le précédent, c'était en février à Constantine. Pensez-vous que des cellules du groupe État islamique sont implantées aujourd'hui en Algérie? Vous savez, nous n'avons jamais dit que le terrorisme a été vaincu à 100%. Il reste des poches très mobiles, n'est-ce pas? Des groupes très mobiles, ils se déplacent pour donner l'impression qu'ils sont sur tout le territoire national, mais en fin de compte, c'est pratiquement les mêmes groupuscules qui se déplacent. Mais les derniers résultats obtenus par l'AMP sont édifiants, n'est-ce pas? Il faut le dire, nous avons vaincu le terrorisme. Il reste des poches partout. Pourquoi ça ne se passe pas dans les pays d'Europe, des attentats? Ça se passe. L'aveu du chef d'AQMI, Abdelmalek Droud. Effectivement, ça se passe. Il avait déclaré lors d'un entretien au magazine d'Al-Qaïda Inspire, il y a quelques mois, que le potentiel djihadique en Algérie était totalement épuisé et qu'il valait mieux se concentrer sur des pays comme la Tunisie, la Libye et le Sahel. On se souvient de la mort du Français Hervé Gourdel en 2014 par ce groupe, les soldats du califat, qui avaient prêté allégeance au groupe État islamique. Aujourd'hui, ce groupe ne se manifeste plus, il n'existe plus, il a été détruit. Effectivement. Vous savez, je reviens un petit peu à la situation du Sahel. Et le G5 qui a été mis en place sans consulter l'Algérie, sans concertation avec l'Algérie, alors qu'on sait pertinemment que l'Algérie joue un grand rôle de stabilisateur de la région et d'exportateur de paix et de réconciliation. Ça, c'est clair. Ça, c'est reconnu par tout le monde, n'est-ce pas? Vous savez que le CEMOC a donné d'excellents résultats. Parce qu'on ne peut pas vaincre le terrorisme sans échange d'informations. On ne peut pas vaincre le terrorisme sans coopération. Et l'argent qui est parti, les 100 millions, sont partis pour ces pays-là dans le cadre également des relations bilatérales. Nous soutenons tous les pays pour lutter contre ce phénomène. Sofiane Djilali, très peu de jeunes Algériens sont partis rejoindre les rangs du djihad, en tout cas depuis le groupe État islamique qui s'appelait à l'époque en Irak et au Levant, devenu groupe État islamique tout court. À quoi vous l'attribuez cela ? Écoutez, il y a eu un phénomène de mutation très profond dans la société algérienne à la suite de la période du terrorisme. Mais en fait, elle traduit un changement dans les valeurs même de la population. La société a beaucoup évolué, pas simplement dans une prise de conscience politique, mais c'est beaucoup plus profond. Et contrairement à la thèse que j'entends très souvent, que la société est en train de s'islamiser, de régresser, au contraire, je pense que nous évoluons de plus en plus vers une forme de sécularisation où l'islam va être recadré dans son expression. Il est vrai qu'il y a peut-être une manifestation extérieure un peu, j'allais dire, qui est un peu exagérée, mais en réalité, il y a tout un processus de fond qui est en train de s'établir. De ce fait, comme le disait, le potentiel djihadiste s'épuise parce qu'il y a une autre compréhension de l'islam. Louise Adré, Saïd Amadouche, c'est ce que vous constatez vous aussi quand vous disiez il faut, pour lutter notamment contre ces mouvements, des sociétés libres de leur expression, démocratiques. C'est comme ça que vous l'envisagez ? Clairement, je crois profondément que la violence et le terrorisme en particulier peuvent difficilement être vaincus par la multiplication, par l'usage de la force ou par la répression ou par la multiplication des signes exclusivement sécuritaires. Et vous avez le sentiment que l'Algérie, de ce point de vue-là, a suivi plutôt ce chemin d'ouverture ? Je crois que les Algériens ont été et demeurent traumatisés par les années 90.
ce traumatisme est toujours aussi vivant et toujours aussi vivace, pour une raison simple, c'est que c'est un peu comme la mémoire entre l'Algérie et la France. C'est une période qui n'a toujours pas été exorcisée en Algérie. C'est une période dont on ne parle pas. C'est une période qui a officiellement, dont la page a été officiellement tournée. Et c'est un peu comme un cadavre dans l'armoire. On n'en parle pas, on sait qu'il est là, mais personne n'en parle. Mais cette peur, en tout cas, elle est encore vivace, elle est encore très importante. Et c'est sans doute, en plus d'un très gros travail en termes de renseignement, ce traumatisme, je pense qu'il est aussi influent. Vous percevez ce qu'on appelle parfois l'islamophobie en France comme un facteur qui pousse les jeunes à se radicaliser? Je crois que ça a été établi, que ça pousse les jeunes d'origine maghrébine en Europe, en France, en Belgique, à se radicaliser. Je crois que le sentiment que plus les Européens d'origine maghrébine se sentiront victimes, plus se sentiront victimes et plus ils se dirigeront vers des solutions extrêmes pour exprimer ce sentiment d'être victime. Je crois, et ça a été fait dans certains pays européens, certaines organisations en Europe ont parfaitement mis l'accent sur cette question. Plus les musulmans se sentiront stigmatisés et plus des poches de radicaux émergeront. Et il est très très important que, sans aller jusqu'à parler de sécularisation, mais en tout cas il est très important que la religion musulmane et les musulmans cessent d'être perçus comme des dangers potentiels et que l'on cesse aussi de leur demander de se disculper ou de prendre position sur un attentat terroriste. Je peux vous assurer que c'est extrêmement révoltant qu'on demande aux musulmans de se prononcer sur un attentat terroriste. Voilà. Akram Karief, la lutte contre le terrorisme, c'est aussi, bien sûr, donner des perspectives à la jeunesse. Aujourd'hui, l'économie algérienne cherche à se diversifier, notamment de ce qu'on a appelé longtemps la rente pétrolière. On va le voir de ce point de vue-là, la croissance attendue pour 2018, plus 0,6%, une inflation de 7,7%, un chômage à 11,6%. Ce sont les chiffres du FMI, ce sont à peu près les niveaux d'ailleurs européens pour ce qui est du chômage. Mais on va écouter ce que dit le Premier ministre Ahmed Rouyaya. Lui, il estime que sans la planche à billets, l'Algérie doit emprunter et elle risque de ne plus, enfin, s'il n'y avait pas la planche à billets, en tout cas, elle ne pourrait plus payer les soldes des fonctionnaires. Écoutez. Si on a recours à ce financement en empruntant de l'argent à la Banque centrale, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Si on ne le fait pas, même les représentants du peuple ne pourront pas être payés en novembre. Soyons honnêtes. Voilà, Akram Karief, est-ce que la situation est grave? Est-ce que c'est un risque pour le pays? La situation n'est pas grave en tant que telle. L'Algérie est un pays qui regorge de ressources à la fois naturelles, mais surtout humaines. Le principal souci actuellement, c'est un souci politique. Il faut obligatoirement et de manière très urgente que le gouvernement, pour ne pas dire le régime algérien, engage des réformes sérieuses et ouvre le champ politique à toutes les tendances en Algérie. Il faut plus de transparence, il faut que les personnes au pouvoir soient redevables envers les citoyens des résultats et de leurs engagements. Abdelhamid Siafif, aujourd'hui, il y a effectivement un travail pour faire venir notamment les investisseurs. La Chine est déjà très présente, la France est en retard. Non, je voudrais revenir sur un aspect. C'est important ce que vous avez dit en ce qui concerne le financement non conventionnel. Je suis l'un des députés qui ont soutenu, n'est-ce pas, qui ont soutenu et le programme d'action du gouvernement et la loi et plutôt la révision de la loi sur le crédit et la monnaie. C'était pratiquement un choix à faire, n'est-ce pas? Le président de la République avait tranché, ne pas aller vers l'endettement extérieur. Et on connaît les conséquences. Donc il fallait choisir l'autre financement non conventionnel, qui s'étale sur 5 ans. Mais le ministre des Finances a été très clair. On ne touche pas à ce financement non conventionnel tant qu'on a les ressources. Effectivement, c'est ce qui vient de confirmer. Cela veut dire qu'il peut être de 2 ans, 2 ans et demi. C'était pour réajuster un petit peu
les équilibres budgétaires et permettre, n'est-ce pas, la poursuite de tous les projets d'investissement. C'est ce qui a été fait d'ailleurs, et ça a été aussi au bonheur de plusieurs partenaires étrangers, parce qu'ils ont vu que le programme d'investissement et les accords que nous avions ont été, si vous voulez, préservés. Vous voyez, c'est important. Je corrige un petit peu. Vous avez donné quelques chiffres en ce qui concerne l'inflation. L'inflation qui est de 5% en 2018, elle sera de 4,5% en 2019 et de 3,5% en des prévisions. 2020. C'est des prévisions, bien sûr. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de débattre. Merci à vous, Louisa Drissa Etamadouche. Merci à Abdelhamid Siafif. Merci aussi à Sofiane Gilali et à Akram Kariev d'avoir donc échangé leurs vues à l'occasion de cette visite d'Emmanuel Macron ici en Algérie. Une visite placée, vous l'avez compris, sous le signe de l'amitié entre les deux pays.